Madame, Monsieur, bonsoir, les titres de ce journal. Audience au palais présidentiel, le chef de l'État recevait ce jour le président directeur général de Binance, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. L'inclusion de cette activité dans les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire a été abordée. Les résultats du brevet sont disponibles depuis ce matin. Le taux de réussite est de 28,89% pour cette session 2022. C'est soit 150 081 candidats déclarés admis sur 519 449 candidats soumis à cet examen. Et la fête de la Tabaski est annoncée pour le 9 juillet prochain. À 5 jours de la célébration, le ravitaillement en moutons, symbole de la fête, reste un gros défi alors que les besoins de la Côte d'Ivoire sont estimés à 150 000 bêtes. Autorités ivoiriennes et acteurs de la filière bétail s'activent pour assurer l'approvisionnement du marché de bétail. On le voit dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État recevait ce mardi le président directeur général de Binance, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions. L'entretien a porté sur les questions économiques et financières liées à l'accès à la crypto-monnaie. Changpeng Zhao a sollicité l'appui des autorités ivoiriennes pour l'intégration de cette activité dans les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. Viviane Haïma. Binance, une des plus grandes plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies au monde, a été fondée en 2017 par un jeune créateur d'entreprise. Intéressé par le marché ivoirien, le fondateur de cette structure financière a été reçu en audience ce mardi 5 juillet par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Je voudrais déjà dire que ça a été un honneur pour nous d'avoir été reçus par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des questions liées aux finances et aux économies. À l'évidence, nous avons parlé de l'accès à la crypto-monnaie. Pour cela, nous croyons que tout sera fait, comme nous a assuré son Excellence le président Alassane Ouattara, pour que cela fasse partie prenante de l'activité économique de notre relation commerciale. La crypto-monnaie, utilisée de plus en plus de nos jours, est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques. Les paiements en crypto-monnaie sont des saisies purement virtuelles réalisées dans une base de données en ligne. Et toujours au palais présidentiel a été accueillie aujourd'hui une délégation de partenaires techniques et financiers sur la nutrition. Les engagements de la Côte d'Ivoire et les perspectives de renforcement des partenariats dans ce domaine ont été aussi abordés au cours d'un entretien avec le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné. Le commentaire de Viviane Haïma. À cette audience que leur a accordée le vice-président de la République, les partenaires techniques au développement ont fait le point des engagements pris par le gouvernement ivoirien dans le combat pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance en Côte d'Ivoire. Déjà, le pays d'Ivoire a fait beaucoup de progrès et notre intérêt, c'est de voir comment nous pourrions, comme le vice-président a dit, c'est plus loin, plus rapide. Donc, nous sommes là pour appuyer, accompagner l'État de Côte d'Ivoire et nous voulons continuer cette discussion avec monsieur le vice-président dans l'avenir pour aller ensemble. Pour rappel, en 2021, au sommet de Tokyo sur la nutrition pour la croissance, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à éliminer la malnutrition sur toutes ses formes à l'horizon 2030, objectif qui risque d'être retardé en raison de la crise alimentaire généralisée créée par la guerre en Ukraine. Et le vice-président de la République s'est aussi entretenu avec des représentants du Rotary Côte d'Ivoire. Une rencontre en prélude à la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique, un événement prévu du 5 au 10 septembre prochain, selon ce résumé de Viviane Haïma. Le mouvement rotarien se prépare à vivre un grand moment. Il s'agit de la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique qui se tiendra ici à Abidjan du 5 au 10 septembre prochain et qui enregistrera la présence effective de la présidente mondiale du Rotary International. Le comité d'organisation, qui est à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rassemblement, a été reçu ce mardi 5 juillet par le vice-président de la République au palais présidentiel. Un événement majeur
qui va se dérouler à Abidjan du 5 au 10 septembre 2022. Abidjan va abriter le 4e institut du Rotary pour tout le continent africain. Nous aurons l'honneur de recevoir plus de 800 Rotariens issus du continent africain, ainsi que la plus haute autorité du Rotary international. Singulièrement, la première femme du Rotary international, la première femme présidente du Rotary international, la Canadienne Jennifer Jones, qui assume les responsabilités de présidente depuis le 1er juillet dernier. Alors, l'objectif visé par cette réunion, c'est de réunir les Rotariens, évaluer toutes les actions qui ont été entreprises au cours notamment de l'année écoulée et, ma foi, envisager des perspectives à l'effet de changer des vies à travers nos actions articulées autour de la construction de la paix, la résolution des conflits, la prévention, le traitement des maladies avec notre programme polio, notre programme prioritaire. Vous savez que le continent africain est libéré de polio grâce au gouvernement et aux partenaires, dont le Rotary qui représente un partenaire clé. Le Rotary Club, c'est 100 ans de présence en Afrique avec plus de 1600 clubs, réunissant plus de 38 000 Rotariens. En Côte d'Ivoire, le premier club Rotary a reçu sa charte le 11 juin 1956. Et cet autre sujet en une de ce journal, les résultats du brevet d'études de premier cycle sont connus depuis ce matin. Pour cette session, le taux d'admission est de 28,89%, soit 150 081 déclarés admis sur 519 449 candidats ayant composé. Des chiffres annoncés par la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. Sephora Zegui. 28,89% de taux de réussite au BEPC 2022. Mariam Nimaga Dosso, la directrice des examens et concours, l'a annoncé à la presse ce mardi 5 juillet. 519 449 candidats étaient effectivement présents dans les centres de composition. 150 081 parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de 28,89% contre 41,27% en 2021. Un taux national de réussite en baisse de 12,38 points par rapport à la session précédente. Les candidats pourront consulter leurs résultats via plusieurs canaux. Ce mardi 5 juillet 2022, à 14 h, avec l'autorisation du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les résultats du BEPC seront publiés dans tous les centres de composition. La pandémie de la COVID-19 sévissant toujours, il n'y aura pas de proclamation publique. Les relevés de notes seront remis aux candidats munis de leur convocation et de leur pièce d'identité dans leur centre. Ces résultats seront également mis en ligne au même moment sur le site internet de la DECO, www.men-deco.org. Cette année, les garçons ont battu le record avec un taux de réussite de 29,80% contre 27,92% chez les filles. Il ne reste plus que 48 heures aux candidats pour introduire leurs réclamations dans leurs différents centres de composition. Et notre reporter Sephora Zegui revient sur la proclamation des résultats avec un taux de réussite de 28,89%. Il est certain qu'il y a eu des admis et des candidats à recaler à cet examen. Les centres de proclamation des résultats du brevet ont connu donc toutes sortes d'émotions. On regarde. À l'heure où les résultats tombent en direct sur Internet, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour le traditionnel rituel, l'affichage au lycée moderne du Plateau. Cette année, c'est dans les salles de composition que les candidats récupèrent leurs résultats. Emmanuel et Sarah attendent avec impatience le verdict final. Pour le moment, dans ma tête, c'est un peu le flou total parce que
j'ai vu qu'au journal, les taux étaient très bas. Je stresse un peu, mais j'ai confiance et je sais que je vais avoir. Quelques minutes d'attente et enfin les résultats. Explosion de joie chez nos candidats. J'ai eu 261,5. Je vais chercher à exceller et à toujours aller au-delà de mes limites. J'ai donné le meilleur de moi, je suis contente. J'ai même eu 19 en maths. Je suis fière. Dans la cour du lycée moderne du Plateau résonnent des cris de joie de plusieurs candidats admis au BEPC. On a attendu l'automne et puis finalement on est arrivé. Je suis contente d'avoir mon BEPC. Si certains jubilent, c'est une grosse déception pour d'autres. Je ne suis pas content parce que tous mes camarades ont eu. Je demande à mes parents de m'excuser. Je n'ai pas eu, mais l'année prochaine, je ferai de mon mieux. Cette année, le taux de chèque au BEPC est de 71,11%, des chiffres qui interpellent toute la communauté éducative. Voilà l'ambiance qui a prévalu dans ces centres de proclamation des résultats du brevet. La Grande Chancellerie prépare une nouvelle ligne de conduite pour un nouveau dynamisme, une perspective qui réunit le personnel de cette institution de la République à Grand-Bassam sur la question de la redynamisation, défis et enjeux pour une promotion de l'excellence et du mérite en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Une nouvelle orientation pour la Grande Chancellerie de l'Ordre national. La vision de Henriette Dagri-Diabaté se veut claire pour accompagner le programme de société du président de la République. Cette rencontre des agents de cette institution qui prône l'excellence est une étape importante dans la réforme. Concrètement, il s'agit de mettre en application les différents projets qui traduisent la vision que vous avez de l'institution. Madame la Grande Chancelière, en autorisant ce séminaire, vous avez voulu renforcer les capacités de tous vos collaborateurs en leur donnant des outils et des moyens nécessaires pour atteindre les résultats que vous nous avez fixés. Axé sur le thème « La redynamisation de la Grande Chancellerie, défis et enjeux pour une promotion de l'excellence et du mérite en Côte d'Ivoire », durant ces 3 jours de travaux, le séminaire de renforcement de capacités réunit une 50aine de participants. Henriette Dagri-Diabaté, la Grande Chancelière, appelle à une implication de tous. Le président de la République, à travers le décret numéro 2022-368 du 8 juin 2022, a marqué son soutien à l'orientation que je lui ai proposée. C'est donc avec une grande satisfaction que je constate votre rapide approbation et appropriation de cette nouvelle voie et le choix que vous avez fait. Je vous encourage donc, durant ce séminaire, à pousser loin la réflexion pour tracer les perspectives d'un renouveau de notre action. Au terme de ce séminaire, la tenue d'une assemblée générale pour la mise en place d'une mutuelle de la Grande Chancellerie pour une meilleure prise en compte des préoccupations des agents de cette institution. Au Rwanda se tient la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les travaux ont débuté ce mardi par la réunion du bureau de l'APF sous la présidence de Adama Bictogo, président de l'organe interparlementaire. Et jusqu'au 9 juillet prochain, les participants débattront sur le thème « Gouvernance mondiale, le rôle des parlements pour une paix durable ». Le compte-rendu de cette première journée avec nos envoyés spéciaux à Kigali, Moussa Konaté et Ambroise Assema. Chambre des députés à Kigali, capitale du Rwanda. Début des travaux de la 47e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Première étape, la réunion du bureau de l'APF, réunion présidée par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et président de l'APF, avec la présence de Donatille Mukabalisa, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Le Parlement du Rwanda est donc fier de faire partie des différents débats et de contribuer à l'action collective de l'APF pour proposer des solutions adéquates répondant aux aspirations des peuples que nous représentons. C'est la première réunion du bureau de l'APF en présentiel depuis l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le président de l'APF, Adama Bictogo, exprime sa reconnaissance au Parlement rwandais pour la tenue de cette 47e session.
Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et nos remerciements d'avoir accepté et organisé cette session alors que vous avez été saisi tardivement. Au mois de mars, vous avez donc eu 3 mois pour organiser donc cette session très importante qui intervient dans un contexte de crise aussi bien sanitaire, alimentaire et climatique. Donc c'est une session combien de fois importante. À cette réunion du bureau, un hommage a été rendu à Feu Amadou Soumaoro, ex-président de l'APF, décédé le 7 mai dernier. Et d'autres réunions des instances de l'APF se tiendront au cours de cette 47e session, notamment des réunions du réseau des femmes parlementaires, le réseau des jeunes parlementaires et les 4 commissions permanentes. La Côte d'Ivoire est soucieuse des préoccupations régionales. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente demande une action plus large du programme alimentaire mondial en faveur des pays du Sahel. Avec le terrorisme, le Niger et le Burkina Faso font face à une crise alimentaire et un apport de 500 millions de dollars serait nécessaire pour faire face à cette crise, selon les explications de Michel Tigré. Au cours de cette séance de travail, Marcela Montano a présenté la vision qu'il propose pour le Conseil de l'Entente et ses actions prioritaires. Dans cette optique, il a décrit la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone sahélienne de l'espace Entente et souhaite une intervention plus accrue du programme alimentaire mondial. Le directeur exécutif du PAM a fait le point des dons obtenus auprès des partenaires internationaux. Il a obtenu au niveau du Sénat américain une enveloppe importante qui va soulager notre région. Nous attendons de savoir quelle est la part d'allocation qui va être pouvoir allouée au Niger et au Burkina Faso. Et nous avons demandé au directeur exécutif de continuer ce plaidoyer en faveur de nos pays. Il a promis de faire l'essentiel, de faire le nécessaire, de faire le maximum pour que malgré la crise qui sévit en Ukraine, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, le Sahel ne soient pas oubliés. Avant cette rencontre, Marcela Montano a échangé avec le directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. Il a fait un plaidoyer en faveur du Burkina Faso et du Niger durement éprouvés par les menaces terroristes. Plus de 4 millions de personnes sont en difficulté dans ces 2 pays, en majorité des enfants et des femmes qui ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate. Et dans cette crise, ces pays du Sahel s'apprêtent à célébrer la grande fête musulmane l'Aïd el-Adha. Et à ce propos, en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, et le CODIS, Conseil suprême des organisations et structures sunnites, informent la communauté nationale musulmane que la station d'Arafat aura lieu le vendredi 8 juillet 2022, correspondant au 9 de Zul-Hijja 1443 de l'Hégire. Par conséquent, la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir en Côte d'Ivoire aura lieu le samedi 9 juillet 2022, correspondant au 10 de Zul-Hijja 1443 de l'Hégire. À 5 jours de la Tabaski, le marché est approvisionné pour les besoins de la communauté musulmane, notamment le marché du bétail. Et à cet effet, la traditionnelle foire du mouton a même été lancée ce 5 juillet 2022 à l'abattoir de Port-Bouët. On le voit dans ce reportage de Jean-Luc Bangbo. Abattoir de Port-Bouët. Nous sommes à 4 jours de la fête de Tabaski et comme chaque année, c'est la même atmosphère qui prévaut. Incessant balai de camions chargés de vin et de bovins, négociations appuyées entre vendeurs et acheteurs. Et comme toujours, le coût du mouton au cœur des débats. On a eu le mouton à 270. Ce qu'on peut dire à ceux qui viennent, qu'ils s'apprêtent parce que cette année c'est vraiment dur. Avec le prix, c'est très dur. C'est dans cette ambiance que s'est ouverte la traditionnelle foire de la Tabaski, initiative du district d'Abidjan. À quelques jours de cette grande fête de la Tabaski, nous avons atteint plus de 90% de nos besoins en approvisionnement, aussi bien en bovin qu'en ovin. Mais la vente de bétail à la veille de la Tabaski se délocalise dans les autres communes d'Abidjan.
C'est le cas de 13 villes dont les acteurs ont eux aussi organisé une foire à l'image de celle qui se tient à Port-Boué, avec les mêmes réalités. On a eu trop de difficultés avec les moutons cette année, parce que tellement il n'y a pas de moutons. Bon, les étrangers sont venus, on se bouscule pour payer des moutons là. Notre grand souci, c'est l'approvisionnement. Parce que vu que dans les pays de la sous-région, il y a des soucis là-bas, ça fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes. Voilà. Parce que si le marché est bien approvisionné, je pense que les prix vont être vraiment abordables. L'organisation de ces foires reste surtout une occasion de s'assurer de l'approvisionnement du marché de moutons dans le district d'Abidjan. Malgré la pandémie et malgré les problèmes sécuritaires, l'État de Côte d'Ivoire, en parfaite concertation avec les pays frères, a tout mis en œuvre pour assurer des échanges continus à tout moment et en tout lieu. Chaque année, à la période de la Tabaski, la Côte d'Ivoire reçoit en moyenne 120 000 têtes de petits ruminants. Une moyenne qui devrait être atteinte encore cette année, selon le ministre Sidi Touré. Les acteurs de la filière ont quant à eux témoigné leur reconnaissance aux autorités en offrant des béliers, notamment au chef de l'État, au vice-président, au Premier ministre et au ministre des Ressources animales et halieutiques. Voilà, le ravitaillement en moutons du marché est un véritable défi, et même si le bétail est présent sur les marchés ivoiriens pour cette fête, ce n'est pas toujours évident. Les besoins de la Côte d'Ivoire sont estimés à 150 000 bêtes. Et pour répondre à la demande, le Burkina Faso est un partenaire privilégié du marché ivoirien. Et avec le contexte sécuritaire que connaît ce pays, ravitailler la Côte d'Ivoire en bétail est un réel défi. On le voit dans cette enquête de Kader Sogodogo et c'est le dossier EcoPlus de ce mardi. Poste douanier de Ouangolodougou. Des camions de moutons en provenance du Burkina Faso viennent de franchir le territoire ivoirien. Pendant 2 semaines, jusqu'au 9 juillet, jour de l'Aïd el-Kébi, il en sera ainsi. Le marché du mouton. En la matière, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays de grande consommation sans que la production locale n'ait décollé. Cette année, les choses semblent se compliquer. Tout le monde connaît la situation. C'est par rapport à ce qui se passe au Mali, au Burkina, entre le Niger, le terrorisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déplacés. Ils sont en difficulté de collecter même les animaux. Vers Doril même, ils sont sautés un pont. Ça ne dépasse même pas 4 jours aujourd'hui. Les commerçants ne disent pas le contraire. Bon, il n'y a pas de moutons même au Burkina. Il n'y a pas de moutons. À l'air, là même, le problème des moutons, là même, c'est très très difficile. Voilà. Puisque là où il y a des animaux, là, c'est vers le Sahel. Bon, on a trop de difficultés là-bas même. Les gens n'arrivent pas à élever, il y a trop de soucis. Pour cette année 2022, le ministère des Ressources animales et halieutiques a estimé les besoins de la Côte d'Ivoire à 150 000 têtes. Sidi Tiemoko Touré a invité les acteurs de la filière bétail et viande à faire face à la situation. Les gens ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent ce que le gouvernement ivoirien a fait comme des efforts. Aujourd'hui, à partir de Ouangolo jusqu'à Abidjan, les camions circulent librement. Exemple, ces arbres comme ça là, tu ne peux pas avoir ça, c'est au moins 150 000. Comme ça, tu vois, comme ça là. L'année passée, on payait ça à 50 000 ou bien moins de 50 000, 45 000. Cette année, si tu veux ça, c'est jusqu'à 62 000 ou bien 75 000. Donc ça serait un problème. Il faut voir ça là. Ça là, il faut que ça arrive 150, 175 000. Malgré les difficultés relevées, pour le président de la filière bétail et viande du Burkina Faso, le marché ivoirien reste la priorité. On assure les Ivoiriens de ne pas avoir peur. Nous sommes des éleveurs, nous sommes des acteurs, nous sommes devant les choses, nous vous disons la vérité, nous nous engageons à nos propres fonds pour que les animaux puissent atterrir en Côte d'Ivoire. Donc n'ayez pas peur, les animaux vont arriver en Côte d'Ivoire. À Ouagadougou,
Sur le principal marché de bétail à Tanguin, les chargements vers la Côte d'Ivoire sont en cours. Le pays compte lancer 30 à 45 camions par jour. Chaque camion contient 300 moutons. Les commerçants ne veulent pas rater le marché ivoirien qui reste attrayant. Je vais partir en Côte d'Ivoire. Là-bas, ils paient, mais toujours moi, ils partent là-bas pour faire le commerce. Mais le Tabaski, là, je vais partir encore. Pour l'heure, le lobbying des responsables de la filière bétail de Côte d'Ivoire porte des fruits. Une fois au pays, tout sera mis en œuvre pour que le mouton soit à la portée de chaque musulman. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, en a fait un point d'honneur. C'est donc à juste titre que sur ces recommandations, le Conseil national de lutte contre la vie chère et sa secrétaire exécutive, Dr Annie Didis Bakone, s'activent sur le terrain. Reste pour la Côte d'Ivoire à mener la bataille pour l'autosuffisance en bétail, passer de 15% à 50% et ensuite 100%. Cela est possible. Et pendant qu'est préparée la Tabaski, les pèlerins ivoiriens sont sur la fin de leur voyage en terre sainte de l'islam. Dans quelques jours, les candidats au Hajj effectueront les derniers rites liés au 5e pilier. Ils observeront la station du mont Arafat tout en prière et en bénédiction avant de procéder à la lapidation de Satan. Des rites qui dureront 5 jours selon Mahama Traoré et Abdoulaziz Ganiou. Ils reviennent sur les préparatifs de ces rituels. On regarde. Entre les heures de prière, les candidats au Hajj font un peu de shopping. Et pour les attirer dans les boutiques, les commerçants bangladeshis comme Mohamed ne manquent pas d'astuces. Il dit avoir appris la langue malinké en 1 an, mais compte se perfectionner dans les mois à venir. Business oblige. Dans sa boutique et celle voisine, on trouve des vêtements, des articles et des gadgets qui intéressent les hôtes de la Terre Sainte. Chacun souhaite ramener au pays des souvenirs pour ses proches, mais là n'est pas l'essentiel. Il faut rester concentré car le pèlerinage n'est pas encore terminé. D'ultimes rites restent à accomplir dans les jours qui viennent. C'est le message que le commissariat du Hajj tente de faire passer auprès des impétrants au pèlerinage à travers ces différentes rencontres. Mina Arafat, Arafat revenir à Mousdalifa, de Mousdalifa revenir encore à Mina pour le séjour de Mina où il y aura la lapidation des différentes stèles. C'est difficile ces 5 jours. Donc nous leur demandons, ceux qui ont l'habitude d'aller à 2 h du matin au Haram, de prier ici dans la mosquée de l'hôtel, de se reposer pour que l'étape à venir soit facile pour eux. Les centres de santé aménagés par le commissariat du Hajj, eux, ne désemplissent pas. Certainement les effets de la forte chaleur, avoisinant les 50 degrés Celsius en Arabie Saoudite sur les candidats au Hajj. Les équipes sanitaires veillent également à la non-propagation de la Covid-19 au sein du contingent ivoirien. Nous avons distribué à chaque pèlerin sur le vol 50 masques pour qu'ils puissent utiliser ces masques-là durant tout le séjour. Et nous veillons à ce que ces masques-là soient utilisés comme il se doit. Mais il y a certaines mesures telles que la distanciation, ça c'est difficile, mais en tout cas les autres mesures par nos pèlerins sont respectées. Pour cette dernière étape, le défi est de taille. Pour le commissariat du Hajj, il s'agit d'assurer le déplacement, l'hébergement, la restauration et la sécurité de l'ensemble des 4 499 pèlerins ivoiriens sur les sites saints de Arafat, Mousdalifa et Mina, où ils dormiront à la Belle Étoile. Des activités qui se tiennent en pleine pandémie de Covid-19. Voyons d'ailleurs le point de la Côte d'Ivoire pour ce mardi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce pour ce 5 juillet 50 nouveaux cas de Covid-19, 73 nouvelles guérisons. Et également, sachant que 14 896 716 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire ivoirien pour lutter contre le virus du coronavirus.
À Yamoussoukro, tous en selle pour la propreté. La 54e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée. L'activité a enregistré la participation des différentes couches socio-professionnelles de la capitale politique ivoirienne. Le reportage de Djeneba Ouattara commenté par Soro Corona. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Tôt le matin du premier samedi du mois de juillet, les ONG, associations, forces de défense et de sécurité, munis de balais, pelles et râteaux ont investi les bordures du lac et l'esplanade de l'église Sema située à côté de la gare de Korougou. Ces matériels de salubrité en main pour balayer, désherber et débarrasser ces espaces des ordures et autres dépôts sauvages afin de donner fière allure au secteur. L'action de salubrité s'inscrit dans le cadre de la 54e édition de l'opération Grand Ménage. Cérémonie présidée par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Il est question d'amener les populations à rendre les cadres de vie salubres. La salubrité, ça a un lien direct avec notre santé. C'est pour cela que nous devons nous-mêmes prendre en charge la propriété autour de nous. L'État vient en accompagnement. Le gouvernement a aujourd'hui adopté un projet de loi qui est le Code de la salubrité et de l'hygiène, qui comporte, n'est-ce pas, une partie de répression. Ce code a été adopté par le gouvernement. Nous attendons qu'il soit voté par le Parlement. Nous allons communiquer beaucoup sur ce code. Et une fois qu'il sera mis en vigueur, nous allons passer aussi à la phase de répression. Occasion pour le ministre de se prononcer sur l'utilisation des sachets plastiques. Nous avons beaucoup d'initiatives aujourd'hui de recyclage de ces sachets où les gens pourront tirer un revenu même de ces sachets plastiques. Il y a des projets aujourd'hui qui vont collecter ces déchets pour les recycler dans le processus de production. Un début de solution est trouvé avec la transformation des sachets plastiques en effets vestimentaires. Ces sachets d'eau, par exemple, je les ai pris dans des ordures et j'ai pris le soin de les laver et puis confectionner cette tenue-là. J'ai pris près de 1500 sachets d'eau. Je sens que ça va contribuer à rendre l'environnement paisible et beau. En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine. Tel est le thème de l'opération Grand Ménage. Dans l'actualité hors de nos frontières, la junte au pouvoir à Bamako et la CEDEAO ont finalement trouvé un accord concernant la durée de la transition au Burkina Faso. Elle sera de 24 mois à partir du 1er juillet contre les 36 mois proposés initialement. Les militaires du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avaient justifié ce délai par la nécessité de restaurer la paix et ce compromis est pour beaucoup avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle sonne comme un succès diplomatique. Voilà qui met un terme à cette édition d'Information. Merci de nous avoir suivis.